un projet sans valeur, ça mène au désastre. Des valeurs sans projet, c'est l'immobilisme. Donc, travailler sur ces valeurs, c'est clé, mais ne pas avoir de projet, c'est nous condamner à l'immobilisme. Exactement comme Chirac a laissé se dilapider en 2002 le potentiel énorme qu'il avait au lendemain des élections, avec 80% des voix du pays. Il pouvait mettre en place un train de réforme. Simplement, Chirac était la continuation de Mitterrand, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que nous sommes gouvernés par l'immobilisme, c'est-à-dire changer le moins possible. D'ailleurs, souvent, j'ai des questions sur le thème « Pourquoi on a des hommes politiques aussi mauvais ?» Et je rappelle toujours que c'est nous qui les élisons. C'est-à-dire que dans les 30 dernières années, à plusieurs, enfin, pas souvent, mais à 2 ou 3 reprises, nous avons eu le choix entre un bon et un mauvais. À chaque fois, nous avons pris le mauvais. Et en fait, depuis 88, on est gouverné par le nini, c'est-à-dire on ne fait pas de choix. Nous avons, c'est les deux problèmes clés, bien identifiés depuis une vingtaine d'années, mais simplement on ne prend pas de décision claire. Nous avons un capitalisme sans capital et un État inefficace. C'est les deux blocages indépassables si on ne les fait pas sauter. Depuis les années 80, nous sommes rentrés dans la 3e révolution industrielle, et que cette 3e révolution industrielle, elle est hyper capitalistique, hyper entrepreneuriale. Voilà. Donc si depuis une vingtaine d'années, on mène des politiques contre le capital et contre l'entrepreneuriat, tout en faisant des grands discours, mais de fait, notamment, on pourra y revenir, la loi de finances de 2013, votée à l'automne 2012, est un coup de poignard dans le dos de la France, qui est les attentats de la semaine dernière à la puissance 1000. Pourquoi? Parce que si nous sommes dans une révolution hyper capitalistique, hyper entrepreneuriale, mettre la fiscalité des plus-values et de manière générale toute la fiscalité du capital à 60%, c'est ce qu'a fait la loi de finances 2013, quand tous les autres pays sont à 30%. C'est-à-dire que nous sommes au double. Vous n'avez pas besoin d'attentats djihadistes pour être à genoux. Voilà. Les Suédois se sont dit, pour redistribuer, il faut qu'il y ait un gâteau. Alors c'est tellement basique qu'on ose à peine le rappeler, mais pour redistribuer, il faut un gâteau. Parce que les modèles mathématisés complexes, c'est bien pour s'amuser, mais à un moment donné, il faut être capable de parler au peuple, voilà. Donc, avec des images simples. Et donc, la Suède a mis l'impôt sur les sociétés à 20%, et toute la fiscalité du capital à 30%. Alors c'est d'une simplicité biblique, c'est-à-dire que toutes les rémunérations du capital, intérêts, dividendes et plus-value, tout est à 30%. Il n'y a pas besoin d'avoir un expert fiscal avec vous, c'est 30%. Alors, vous prenez le revenu et vous multipliez par 0,3 et vous avez le montant à payer. C'est ultra simple. Et donc, néanmoins, ils se sont dit, nous sommes Suédois, nous voulons, le peuple suédois, à une proportion qui est peut-être encore supérieure à celle de la France, et nous c'est 2/3, eux c'est 3/4, souhaitent une redistribution forte. Et donc, ils font la redistribution sur l'impôt sur le revenu. Et donc, ils ont mis le marginal de l'impôt sur le revenu à 50%. Donc, 20% sur les sociétés, 30% sur le capital et 50% sur les revenus. Les gens du reste du monde ont bien identifié qu'il y a une vraie intelligence française scientifique et technique. Je développe dans le livre le fait que malheureusement, le grand problème français depuis 1000 ans, c'est que nous avons un défaut d'intelligence stratégique, et nous avons une grande intelligence scientifique et technique. C'est la grande différence avec nos amis anglais. Nous avons, normalement, c'est pas moi qui le dis, c'est y compris les historiens anglais, depuis 1000 ans, la France a une intelligence scientifique et technique supérieure à l'Angleterre. Mais l'Angleterre a une intelligence stratégique et pratique qui est très supérieure à la nôtre. Et in fine, ils finissent toujours par nous baiser. Ce qui montre que la stratégie, c'est très important. Il ne faut pas se contenter du scientifique et du technique. Si vous n'avez pas d'intelligence stratégique, vous faites avoir à la fin. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'un certain nombre de gens qui avaient réfléchi dans des perspectives historiques et pas des moindres, que ce soit De Gaulle, Churchill ou d'autres, sans parler des rois
de la fin du Moyen-Âge. Ils sont toujours dit, c'est le rêve, bien sûr, qui ne s'est jamais réalisé. Et si on met les Anglais et les Français ensemble, ça fait toujours, quand ils marchent du même pas, c'est toujours explosif de façon positive. Donc, d'ailleurs, chaque fois que les Américains ont gagné depuis la Deuxième Guerre mondiale dans des interventions extérieures, c'est chaque fois qu'ils ont les Français et les Anglais avec eux. Pour moi, la grande faiblesse française vient de la victoire de Louis XIV et du mode de victoire de Louis XIV sur les nobles, puisque vous savez que pour acheter la paix, il crée le système de cour. Mais le système de cour, quel est-il? C'est de multiplier les rentes sur les gens qu'il veut acheter. Et ce mode de gouvernement s'est imposé en France depuis toujours. Donc c'est Louis XIV qui a créé le système de rente dans lequel nous vivons aujourd'hui. La rente aujourd'hui n'est plus versée au duc de La Rochefoucauld, elle est versée au duc de la SNCF. Donc c'est les syndicats qui récupèrent la rente. Mais ce n'est pas les mêmes récipiendaires, mais on est toujours dans ce système de rente dont on n'arrive pas à se sortir. Historiquement, les soldats français sur le terrain, quand ils sont bien commandés, sont imbattables. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est toujours les autres. C'est les Italiens au XVIe qui parlent de la furia francese. Les Français bien dirigés, ils sont imbattables. Le problème, c'est qu'ils sont très souvent mal dirigés. C'est Marc Bloch en 1940. En gros, juste un rappel, je crois que je l'ai déjà dit, peut-être, je viens régulièrement ici, je crois que je l'ai déjà dit une fois. Vous savez qu'en 1940, on s'effondre en 3 semaines parce que la stratégie était mauvaise. Mais il faut toujours rappeler, je vous rappelle l'erreur stratégique française, c'est qu'on avait un peu moins de chars que les Allemands, un peu moins d'avions, mais on avait une très belle armée. Simplement, on avait disposé les chars en arrière des soldats. En gros, on avait 800 régiments de combat et on avait mis 3 chars par régiment de combat de fantassins. Et puis la couverture d'avions derrière. Et les Allemands avaient 3000 chars, nous on avait 2500, ils en avaient 3000, ils avaient fait 3 colonnes de 1000, appuyées par l'aviation et les fantassins derrière. Et quand les deux se rencontrent, il y a les chars d'un côté et les fantassins de l'autre. Et simplement, il faut juste rappeler, parce que ce n'est pas indépendant de tout ce qui se passe, les fantassins, ils y sont allés direct sur les chars. On a perdu 100 000 hommes en 3 semaines. Donc c'est ça le soldat français. Quand il est confronté à l'ennemi, il y va. Sauf que s'il est gouverné par des connards, il se fait hacher menu. Voilà. Et donc, c'est toujours les chefs et la stratégie font la différence, à condition d'avoir des bons soldats. Bon, nous avons des soldats exceptionnels. Donc, quand on perd, c'est que nous avons mal abordé la guerre. C'est assez vérifié à la fois aux États-Unis et en Europe. Sur 10 startups, il y en a 7 qui échouent, il y en a 2 qui vivotent, et la 10e doit payer pour toutes les autres. Mais quand la 10e marche, ensuite, il faut passer à l'industrialisation des produits. Que ce soit dans les biotech ou ailleurs, il faut passer à l'industrialisation. À cause de la fiscalité, la France industrialise hors de France. Ce qui fait que les 60% de jeunes bien formés deviennent des ingénieurs et des financiers et des biotechniciens, biologistes extraordinaires. Grâce à la politique mise en place depuis 10 ans sur la recherche et développement, il y a un renouvellement extraordinaire des capacités de recherche françaises. On l'a encore vu au Consumer Show de Las Vegas cette année comme l'année dernière. Le 2e pays au monde derrière les Américains en innovation aujourd'hui, c'est la France. On est très en avance sur l'Allemagne. Simplement, tous ces produits, quand ils arrivent à la phase de production, ils sont produits en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs à cause de la fiscalité. Mais la classe politique n'arrive pas à embrayer sur ça. C'est un modèle relativement simple à comprendre. Donc, vous appliquez la fiscalité suédoise à cette intelligence scientifique et technique française, vous êtes à 3% de croissance. Parce que le problème français, quel est-il? C'est que depuis 15 ans maintenant, assez précisément à la virgule près, on a 1% de croissance. Or, ça c'est un chiffre absolument à avoir en tête nuit et jour jusqu'à la fin de sa vie, la France ne fonctionne qu'à partir de 1,7, 1,8 de croissance. C'est le point mort. À cause du coût de cette redistribution sociale. Donc si vous êtes 15 ans de suite, en gros, un énorme demi-point en dessous de ce niveau, vous avez la tête en dessous de l'eau, et donc c'est 5 millions de chômeurs.
Donc, en fait, pour moi, le job du politique, c'est un, comment je concilie la demande française de redistribution avec la troisième révolution industrielle, et deux, comment j'explique au pays que c'est l'ouvrier de Vesoul qui a intérêt à ce qu'on mette la fiscalité du capital à 30%, parce que c'est en mettant la fiscalité du capital à 30% que l'ouvrier de Vesoul aura un job. À la limite, c'est la CGT qui devrait demander la réforme fiscale de suédoise. Grâce à des travaux de l'OCDE, on sait maintenant que dans les 2 millénaires qui ont précédé la première révolution industrielle, le niveau de vie et l'espérance de vie ont stagné. Ça aussi, c'est des chiffres à sans arrêt dire autour de vous. Le niveau de vie sous Louis XVI, c'est à peu près le même que sous Jules César, et l'espérance de vie est la même à 25 ans. Et les deux révolutions industrielles entre 1800 et 2000, les deux premières, nous ont amené le triplement de l'espérance de vie. Et ce sont les médecins et biologistes et spécialistes de santé publique qui nous disent que c'est... Alors, dans les 2 siècles de révolution industrielle, le niveau de vie a été multiplié par 20. Donc, stagnation pendant 2 millénaires, multiplication par 20 du niveau de vie, et triplement de l'espérance de vie. Donc on ne peut pas souhaiter que les entreprises créent de l'emploi et punir les entrepreneurs quand ils réussissent. Voilà, c'est ce que les Suédois ont compris. La France, c'est 0,9% de la population mondiale, 4% du PIB et plus de 12% de la protection sociale de la planète. Donc quand vous faites 4% du PIB de la planète, 12% de la protection sociale et pour 0,9% de la population, et en plus les gens ne sont pas contents. Voilà, c'est ça, si vous voulez. Moi, j'ai toujours dit aussi, si avec cette redistribution, les gens au moins étaient contents comme les Suédois, parce que les Suédois sont quand même... Bon, ils ont des problèmes d'immigration aussi en ce moment, mais globalement, les Suédois sont fiers de leur système. Nous, il faut qu'on sulfate une rédaction de journal pour que les gens descendent dans la rue pour réaffirmer leur fierté nationale. Bon. On peut peut-être le faire de façon plus tranquille, sans avoir un besoin de descendre des gens, sans parler de ce qui s'est passé à la porte de Vincennes. Ça aussi, il faut le réaffirmer. Je trouve que c'est une belle phrase. La France ne serait plus la France sans les Juifs de France. D'ailleurs, j'ai souvent soutenu, avant cet épisode, d'ailleurs personne d'autre le dit, donc si je le dis là, ça va peut-être vous choquer, hein, mais j'ai toujours dit que si nous pouvions avoir 2 ou 3 millions de Juifs en France, ça serait certainement mieux que de les voir tous partir, puisque vous savez que l'ALIA qui est en cours, là, a doublé l'année dernière. Sur les 500 000, il y a 7 000 Juifs qui sont repartis en Israël l'année dernière, parce que les Juifs disent, écoutez, nous, quand on descend dans la rue, on risque de se faire flinguer juste parce qu'on est Juif. Donc ça pose un petit problème. Hein. Donc il y en a plein qui repartent en Israël. Voilà. Donc à un moment donné, si on veut réaffirmer notre héritage judéo-chrétien et gréco-romain, il faut savoir où sont nos valeurs et nos intérêts. Hein. Les valeurs, les intérêts et le projet. Le projet et les intérêts étant liés. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit en introduction. Sans projet et sans lucidité sur ses intérêts, fondé sur ses valeurs, on n'avance pas. Le mot industrie change de sens à chaque révolution industrielle. L'industrie, sous la première, c'est tout ce qui fonctionne à la vapeur. La deuxième, c'est tout ce qui fonctionne à l'électricité. Et la troisième, c'est tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, fonctionne avec l'informatique. Il y a des gens de l'Institut de l'économie qui sont là. Nous insistons beaucoup à l'Institut de l'économie pour distinguer le numérique de l'économie. Le numérique, c'est le secteur des applications directes de la révolution numérique. Le numérique représente 6 points de PIB en France, 8 points aux États-Unis. Hein. C'est tous les gadgets que vous avez dans vos poches. Voilà, c'est le numérique. Mais la troisième révolution industrielle économique, elle entraîne une mutation totale du système de production et de distribution. Et pour la visualiser, j'utilise un exemple ultra simple. Quand vous avez des champs, hein, avec un tracteur dans un champ de la deuxième révolution industrielle, puisque le paysan est sur son tracteur, et il creuse des sillons comme au 18e avec les bœufs en regardant droit devant lui. Il est dans la deuxième révolution. Et dans le champ d'à côté, vous avez un tracteur qui vaut entre 120 000 et 200 000 euros, relié par le GPS, avec des cartes qui permettent de connaître le contenu de la terre
de 10 mètres en 10 mètres pour modifier les intrants, pour améliorer le contenu protéinique du blé, tout en réduisant les intrants dans le sol. Là, c'est la troisième révolution industrielle. Alors, c'est compliqué à comprendre parce qu'à l'arrivée, vous avez toujours du blé, mais néanmoins, normalement, dans le champ d'à côté, le blé a un contenu protéinique supérieur et on a mis moins d'intrants dans le sol et donc on a moins pourri les nappes phréatiques. Accessoirement, on n'est pas très loin du moment où le tracteur sera sans le paysan. C'est-à-dire que tout sera programmé. Avant même qu'on ait les bagnoles dans les rues, c'est ce qui va arriver. On est passé de la 4e à la 6e place des grandes puissances mondiales en 10 ans, à l'œil nu. Mais on est en direction de la 12e, 15e. Incidemment, là, il y a 2 jours, je m'étais fait la réflexion que la somme du budget de la défense et de la police, vous savez qu'aujourd'hui les CRS sont applaudis, ce qui est évidemment un signe que quelque chose se passe, soit le signe de la peur ou le signe de la reconnaissance qu'on a une bonne police et une bonne armée. On revient sur ce que je disais à un moment donné. Mais la somme du budget de la défense et le budget de l'ensemble de toutes les polices de France, c'est la moitié du déficit public. C'est-à-dire que toutes les soldes de nos soldats et de nos policiers sont financées par emprunt sur les marchés financiers internationaux. C'est-à-dire que la finance ONI, qui a permis l'élection du président, puisqu'il a dit la finance sans visage, la finance sans visage finance les soldes de nos soldats et de nos policiers. Donc à un moment donné, est-ce qu'on est un grand pays indépendant dans cette situation-là ?